Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, moi, je pense que c'est normal, hein, quand la gauche gagne les élections, qu'on nous mette le type le plus à droite probablement au gouvernement depuis le gouvernement de Vichy, je pense que c'est normal, c'est vraiment respecter la démocratie. On va se faire un peu un portrait de ce mec, parce que c'est quand même hallucinant ce qui se passe, d'autant qu'il a chopé le ministère de l'Intérieur, qui est un des ministères les plus importants et où tu peux être le plus réactionnaire, parce que tu peux jouer sur la violence d'État, sur l'autoritarisme, aller taper sur les manifestants, sur les syndicalistes, aller taper sur les immigrés. Enfin voilà, on connaît le rôle qu'a eu Gérald Darmanin déjà en tant que ministre de l'Intérieur. Et là, on va se taper un mec qui est sûrement pire que Gérald Darmanin, enfin qui sur le papier, on se dit qu'il est pire. Après, étant donné vu ce qu'a fait Gérald Darmanin, je pense que c'est pas forcément évident qu'il sera pire. Mais vous allez voir le parcours de ce mec. Alors, Bruno Retailleau, on va aller un peu sur son Wikipédia avant de se faire quelques extraits. C'est quelqu'un qui est passé par le Mouvement pour la France. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est né en Vendée et il a bossé pendant 25 ans pour le Puy du Fou. Et il a été repéré au Puy du Fou par Philippe de Villiers. Donc Philippe de Villiers, si vous ne le connaissez pas, c'est une des figures de l'extrême droite, catho, tradi, pro-vendéenne. C'est d'ailleurs un peu le truc aussi du Puy du Fou, hein, c'est de la ramener un peu sur le famoso génocide vendéen qu'auraient fait les révolutionnaires, que la Révolution française c'est pas bien, enfin voilà, des vieux thèmes réactionnaires, hein, qui sont plus très très à la mode, parce qu'en fait c'est pas très très partagé par les gens, hein. Même aujourd'hui, on a toute une droite qui est une droite qui se dit républicaine, qui se dit une droite post-révolutionnaire, on va dire, qui se dit pas forcément monarchiste. Ben, ces Vendéens-là, il y a quand même un peu de ça. Il y a quand même de dire, bah, la Révolution française, ça a apporté tous les malheurs du monde, alors qu'avant, on avait notre petite Vendée monarchiste et catholique qui était très bien, quoi. Donc, Bruno Retailleau, qu'est-ce qui se passe avec ce mec? C'est quelqu'un qui a soutenu aussi François Fillon. Et c'est quelqu'un qui a des positionnements qui, aussi, au sein des Républicains, sont très droitiers. Alors, on va se regarder un peu ses positionnements. Donc, évidemment, il a quitté le parti de Philippe de Villiers en 2010 pour rejoindre l'UMP, dans lequel il a vite monté pour devenir sénateur. C'est quelqu'un qui se dit libéral conservateur et qui prône des grandes réformes sur le travail, l'État et le modèle social français. Et on appelle à une politique de civilisation contre l'islamisme et le wokisme. Donc là, en une phrase, vous avez tout. C'est-à-dire que c'est un mec qui veut casser le modèle social français, la sécurité sociale, tout ce pourquoi on s'est battu, et qui permet aux Français d'avoir moins de pauvreté qu'ailleurs, qui permet aux Français de se faire soigner. Tout ça pour une espèce de lutte un peu bizarre de civilisation contre l'islamisme, contre le wokisme. C'est-à-dire que, évidemment, comme les Français sont pas pour qu'on casse la sécurité sociale, on est obligé d'amener d'autres idées qui sont ces idées anti-woke, anti-islamiques, je sais pas trop quoi, pour mettre un peu comme ça un pantin et dire regardez, moi je me bats contre ça. Et puis pendant ce temps-là, le mec déstructure tout ce que les Français aiment bien en termes de sécurité sociale. Il est partisan d'une réponse plus ferme en matière de sécurité et défend une révolution pénale comprenant des mesures telles que l'instauration de courtes peines de prison dès les premiers actes délinquants, l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans et la suspension des aides sociales et familiales pour les parents n'assumant pas leurs responsabilités éducatives. Ça, c'est très intéressant parce que, bon, déjà, évidemment, ça ne s'appliquera pas aux gens des républicains qui sont des mafieux, qui sont pris même dans des délits, je sais pas, routiers, où ils roulent à 180 dans des voitures de luxe ou je sais pas quoi. Ça, évidemment, il n'y aura pas de révolution pénale pour eux. Par contre, on voit très bien sur qui il veut taper, parce que là, il parle directement d'allocation familiale et d'aide sociale. C'est-à-dire qu'il considère que, au fond, la délinquance, c'est un truc de pauvre, et qu'il faut rendre les pauvres encore plus pauvres s'ils ont des gamins qui sont délinquants. Et là, vous avez vraiment quelque chose qui peut être bah, très très nocif pour la société. C'est-à-dire que si tu as des gens qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, où c'est un peu compliqué, que le gamin il fait un peu de la merde, qu'il est pris par les flics, que tu leur coupes en plus de ça une source de revenus, enfin il y a vraiment moyen que ce soit un cercle vicieux, que ça mène à de plus en plus de violence dans ces milieux-là, à du travail des enfants, je sais pas moi, à de la prostitution, à du deal, à tout ce que vous voulez pour ramener de l'argent qui ne rentre plus par les allocations familiales ou par les aides sociales. Donc c'est vraiment pas l'idée du siècle. Attaché à la souveraineté de la France, il dénonce régulièrement l'emprise des cours jurisprudentielles européennes comme la CEDH, s'est opposé au traité de Lisbonne et refuse toute fuite en avant fédéraliste de l'Union européenne.
Ça, c'est intéressant parce qu'on voit des gens qui sont opposés à l'Union européenne et moi, je peux être d'accord, sur certains points. Moi, je considère que l'Union européenne, c'est un outil, de la bourgeoisie, de la bourgeoisie, atlantiste, on va dire, qui, libéralise, le pays depuis, des décennies. Ça, je pense que c'est le cas. Mais on voit que lui, il a aucun mal à aller dans le gouvernement Barnier, qui est un gouvernement fait par donc Barnier, qui est quelqu'un qui était très très pro-UE, qui a été un des même participants de l'écriture du traité de Lisbonne. Euh, donc on voit bien que, ou de la Constitution européenne, je sais plus, enfin ouais, on voit bien qu'en fait son histoire de rejet de l'UE, c'est un rejet chauvin de l'UE, c'est-à-dire que comme c'est un type de droite qui est contre toutes les avancées sociales et qui veut se renfermer sur lui-même, qui est contre l'immigration, contre tout mélange de culture ou des choses comme ça, et bah du coup il va se dire contre l'UE. Par contre, quand il a au pouvoir un mec de droite qui est lui aussi un peu racelard, un peu en mode anti-immigré, anti-LGBT, et qui veut nous faire travailler jusqu'à 70 ans, bah là, il peut être pro-UE. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est un peu secondaire dans son parcours et qui vient juste entériner une position chauvine, nationaliste, réactionnaire, et que c'est pas quelque chose de vraiment fondateur, sinon il participerait pas au gouvernement Barnier, quoi. Donc, sur les questions régaliennes, il propose de redonner la parole aux Français par voie de référendum. Pour illustrer un ensauvagement de la société française, Bruno Retailleau cite un ouvrage de l'essayiste Nicolas Bavrez qui avance que la France connaîtrait le plus fort taux d'homicide en Europe, une affirmation contestée après vérification par France Info et Libération. Bah, évidemment, c'est faux, hein. Il estime que les dispositions envisagées du projet de loi immigration du gouvernement conduiraient à une augmentation de l'immigration dans le pays et provoquerait l'arrivée en France d'une main-d'œuvre bon marché qui va tirer les salaires vers le bas et créer une sous-catégorie de prolétaires. J'adore quand ils parlent comme des marxistes, alors qu'il faut aucune analyse marxiste. Ces mecs-là, et ce qui va tirer les salaires vers le bas, c'est si tu n'encadres pas les choses. C'est-à-dire, oui, si tu laisses des mecs arriver, que tu les laisses se faire exploiter pour un truc inférieur au SMIC, tu vas tirer les salaires vers le bas, c'est sûr et certain. Sachant qu'il y a un SMIC en France, normalement, tu n'es pas trop censé tirer les salaires vers le bas. Mais étant donné que les patrons n'appliquent pas forcément le SMIC grâce à des mecs comme lui, c'est-à-dire grâce à des mecs qui sont en mode on paye trop de charges sociales, je sais pas quoi, on s'en sort pas, et donc qui ferment les yeux sur le travail au noir, sur les emplois de sans-papiers dans des contrats qui sont souvent inférieurs au SMIC, bah oui, ça peut tirer les salaires vers le bas. Mais moi j'ai une solution pour Bruno Retailleau, on naturalise les sans-papiers, et là on va voir si ça tire les salaires vers le bas. Bah non, parce qu'on va devoir les payer au SMIC pour les travaux qu'ils font, qui sont souvent déjà payés au SMIC, donc ça va pas les tirer particulièrement vers le bas ces salaires-là. Question sociale et économique. Il défend en général la réduction de la dépense publique et la diminution du nombre de fonctionnaires. Ça, c'est très intéressant. Bon, on l'entend encore aujourd'hui. Ah oui, on a de la dette, c'est de pire en pire, donc il faut qu'on baisse les dépenses publiques. En fait, c'est des gens, les libéraux, ils sont assez simples. Ils ont deux lois, baisser les impôts, parce que il faut que chacun puisse décider ce qu'il fait de son argent, et baisser les dépenses publiques pour compenser la baisse d'impôts. Et c'est ça depuis 50 ans. Et depuis 50 ans, ils disent qu'on va s'en sortir comme ça. Sauf qu'à chaque fois, ils enlèvent des impôts, non pas à nous, mais aux ultra-riches. Et ils enlèvent des dépenses publiques qui ne servent pas aux ultra-riches, mais qui nous servent à nous. Donc nous, on paye plus d'impôts. Et en plus de ça, on a moins de services publics. Et elle est là, la douille. Le truc aujourd'hui, c'est que on peut baisser autant qu'on veut les fonctionnaires. Si on continue d'enlever toute charge d'impôts aux gens qui gagnent le plus dans ce pays, on ne s'en sortira jamais. Et en plus, c'est ces gens-là qui peuvent payer énormément d'impôts et qui peuvent compenser. Et en plus, ça leur fera rien parce que ces gens-là, cet argent, ils ne le dépensent pas vraiment. C'est de l'argent qui va traîner, qui va être placé parfois dans des œuvres d'art, qui va être placé parfois dans des comptes à l'étranger. Enfin, c'est pas parce que tu enlèves 100 millions d'euros à Bernard Arnault qu'il pourra pas bouffer le soir, quoi. C'est quelque chose, c'est juste un chiffre sur son compte, quoi. Sauf que 100 millions d'euros, bah, ça peut permettre de rénover je ne sais pas combien d'écoles, ça peut permettre d'employer certains fonctionnaires, enfin voilà, et ainsi de suite. Donc, la baisse de la dépense publique, vous allez voir, c'est ce qu'ils vont mettre en place, ça ne va pas marcher, ils vont venir pleurer en disant ah, mais pourtant on n'a pas encore assez baissé les dépenses publiques, c'est pour ça que ça marche pas. C'est sûr et certain, ça va se passer comme ça se passe comme ça depuis 50 ans et ça ne marche pas cette politique. Il faut plutôt une politique de relance, une politique où on taxe plus les gens qui peuvent payer et les gens à qui on a enlevé des taxes, genre par exemple l'ISF. En 2016, il s'oppose à la proposition de loi contre le délit d'entrave numérique à l'IVG soutenant une entrave à la liberté d'expression.
Par corollaire, il s'oppose à l'inscription en 2024 de l'interruption volontaire de grossesse en tant que liberté dans la Constitution, l'estimant superfétatoire. Il estime dans un entretien accordé dans les Échos qu'une augmentation de la TVA aurait été une mesure de compétitivité efficace, à différence de l'augmentation de la CSG actée par le gouvernement d'Édouard Philippe l'an précédent. Que les 20 milliards de coûts budgétaires affectés à la suppression de la taxe d'habitation auraient été mieux utilisés à baisser le coût du travail. Vous voyez, le coût du travail. Et c'est marrant parce que c'est. Là, tout à l'heure, il faisait le marxiste. Oui, voilà, ça va créer des prolétaires, une sous-catégorie de prolétaires. Et là, il nous parle d'un truc qui est l'obsession de la bourgeoisie et qu'a bien montré Marx. C'est que le but, c'est de baisser le coût du travail. Ça veut dire quoi, baisser le coût du travail? Je veux dire, ça paraît. On croirait que c'est un truc un peu scientifique, là. Baisser le coût du travail, ça ne touche pas les gens. Baisser le coût du travail, c'est baisser vos salaires. C'est exactement ça, baisser le coût du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un objet, une marchandise pour ces gens, vous êtes une marchandise travail, et ils veulent que cette marchandise coûte moins cher. Pourquoi? Parce que ça permettra à la bourgeoisie de gagner plus d'argent et d'être plus compétitive au niveau international si le travail français coûte moins cher. Donc c'est marrant, il voulait pas d'immigration parce que ça baisse les salaires, mais il veut baisser le coût du travail, c'est-à-dire baisser les salaires. C'est la douille absolue de ces mecs-là, et c'est pareil pour le RN. C'est toujours pareil, sur l'immigration ils disent pas qu'ils sont racistes, non, c'est pour pas baisser les salaires, et puis après ils te disent voilà, il faut baisser le coût du travail, donc il faut baisser ton salaire, c'est toujours pareil. Il qualifie également de désolante la forte hausse du SMIC préconisée par son homologue au sein du parti LR, Guillaume Pelletier, jugeant que le refrain antilibéral sous-tendu par cette proposition montre l'utilité de son club de réflexion Force républicaine dans le débat public. Bah, on a envie de lui dire un truc, s'il est contre l'augmentation du SMIC, en fait, c'est qu'il est au fond contre le SMIC. Ce mec est contre le SMIC. S'il pense que l'augmentation du SMIC c'est antilibéral, c'est qu'il pense que voilà, on devrait pouvoir être libre de payer ce qu'on veut aux gens, c'est-à-dire de les payer moins que le SMIC. Donc il devrait vraiment militer contre le SMIC, sauf qu'il ne le fera jamais parce qu'il n'a pas les couilles de le faire. Parce que le faire, évidemment, c'est se foutre 95% des gens à dos. En 2019, il propose de supprimer les aides sociales aux femmes récidivistes portant le voile intégral. Il y a un problème avec les aides sociales, ce gars. Je suis sûr que si on va fouiller un peu dans son histoire, je ne suis sûr qu'on ne trouve pas d'histoire d'emploi fictif, de trucs où le mec, le gars prend de l'argent un peu à l'insu des Français. Hein. Ça, je pense que on peut être sûr de ça. D'ailleurs, c'était un partisan de François Fillon, et François Fillon n'a pas été pris en train de prendre beaucoup plus d'aides sociales que n'importe quelle femme voilée en France. Il se prononce par ailleurs pour le retour de la semaine de travail à 39 heures pour les salariés. D'accord, je croyais qu'il était contre l'immigration pour baisser nos conditions de travail, mais maintenant il veut nous faire travailler plus, c'est bizarre quand même. En décembre 2019, estimant que le droit de grève n'est pas illimité, il propose d'instaurer un service minimum dans les transports par la réquisition si nécessaire. Ah, c'est marrant pour un libéral quand même, il est libéral, mais si tu veux pas travailler pour qu'il y ait un rapport de force avec ton patron, il est plus libéral. Cette fois-ci, il veut te forcer à travailler. C'est quand même très très drôle les libéraux, comment ils sont par rapport à ça. C'est comme si en fait ils étaient pas pour la liberté, mais que c'était juste des gens qui représentaient des intérêts de classe. C'est un peu étonnant. Hein. Pour faire face à la crise économique entraînée par le confinement, il défend l'augmentation du temps de travail hebdomadaire, le recul de l'âge de départ à la retraite et s'oppose à toute hausse d'impôts pour les plus riches. C'est bizarre. Contre la crise d'économie, la crise économique qui veut nous faire bosser plus longtemps et augmenter notre temps de travail, par contre, pas d'impôts pour les plus riches. Encore une fois, c'est comme s'il y avait des intérêts de classe derrière tout ça. Étonnant. Il coécrit avec Hervé Marseille, qui occupe la présidence du groupe Union Centriste au Sénat, une résolution non contraignante portant sur la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme. Cette initiative serait analogue à celle antérieurement adoptée à l'Assemblée nationale, qui assimile l'antisionisme à la défense de l'antisémitisme. Ça, c'est bizarre aussi. On a actuellement quelque chose qui s'apparente à un génocide selon l'ONU à Gaza, qui nous fait courir le risque d'un génocide depuis 1 an. Et il nous explique que lutter contre le sionisme, c'est lutter contre l'antisémitisme. Oui, lutter contre le sionisme, c'est être antisémite plutôt. C'est quand même un petit peu moyen. Bon, c'est depuis Manuel Valls, c'est assez classique, mais je trouve ça un petit peu moyen, alors que je pensais que c'était quelqu'un d'humaniste. Il défend en juillet 2022 un amendement visant à réduire la revalorisation du RSA prévue du fait de l'inflation. Mais c'est vraiment des types, mais ils sont obsédés par le fait que les pauvres gagnent moins d'argent quand même. Bon, en santé en 2020. Quelques jours après le confinement, il appelle à utiliser la chloroquine promue par le professeur Raoult. Estimant qu'elle a un avantage, elle n'est pas chère et que de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Les gens meurent.
Quelques jours après avoir déclaré à propos du traitement de la chloroquine, peut-être faut-il simplement le prescrire en milieu hospitalier, mais on élargit tout de suite la prescription et il faut que le directeur général de santé dise à tous les hôpitaux « allez-y ». Maintenant, il affirme qu'il n'a jamais demandé sa généralisation. En 2021, jugeant que le système français est trop coûteux par rapport à son niveau d'efficacité de santé, il appelle à réduire les coûts, notamment en diminuant le nombre de personnels administratifs. Encore une fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont pour qu'on baisse les coûts dans l'hôpital public. Donc il y a moins de moyens de l'hôpital public. Donc l'hôpital public marche moins bien. Ils viennent dire, ah, regardez, le public, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc il faut qu'on baisse les coûts. C'est ça, pareil, c'est depuis 50 ans. Ils diminuent le nombre de lits, et puis après ils disent, ah bah regardez, il n'y a pas assez de lits, il y a plus de morts qu'avant, on a une moins bonne médecine qu'avant, ça veut dire qu'il faut passer au privé, quoi. Enfin, c'est vraiment ridicule comme truc. Question sociétale. Bruno Retailleau s'oppose au mariage entre personnes de même sexe. Il estime que cette mesure est le cheval de Troie de la PMA et de la GPA. Oh là 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 là. En 2021, au Sénat, il vote contre le projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion, qui est approuvé à 305 voix contre 28. Alors, il vote contre le projet de loi qui vise à interdire les thérapies de conversion. Ah oui, d'accord. Ah, il en a encore là. Lui, il est pour autoriser les thérapies de conversion, quoi. Putain, j'avais pas capté. C'est un peu le délire. Hein. Fin 2022, après l'assassinat d'une jeune fille par une ressortissante étrangère connue médiatiquement comme l'affaire Lola, il propose l'instauration d'un délit de non-assistance à Français en danger. Non mais voilà, ces mecs sont complètement cramés, quoi. C'est vraiment, ils sont complètement cramés. L'affaire Lola, pour eux, c'est le problème, c'est que ce soit une Française qui soit morte. C'est pas qu'il y a une gamine qui soit morte. Si la gamine elle avait été belge, on s'en branle, y a pas, on peut la laisser se faire couper dans un sac plastique, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'elle soit française, là, c'est gênant, comme c'est n'importe quoi comme truc. N'importe qui dans ce monde qui est une gamine qui se fait malmener et qui est retrouvée morte dans une valise, là, tu as besoin de... Enfin, t'as besoin de l'aider. Pourquoi ce serait que si c'était une Française? Il défend l'idée d'une menace de décivilisation de l'Occident à cause de la gauche, notion forgée par le sociologue Norbert Elias, déjà reprise par Emmanuel Macron, Renaud Camus ou Lucien Sèvres. Alors, Lucien Sèvres, je l'ai déjà entendu parler de décivilisation. Je me souviens plus exactement ce qu'il dit par rapport à ça, mais ça m'étonnerait que Lucien Sèvres il dise qu'il y a une décivilisation de l'Occident à cause de la gauche. Lucien Sèvres, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des plus grands penseurs marxistes du XXe siècle, qui est décédé pendant le Covid. Je pense pas qu'ils mettent la faute sur la gauche par rapport à la décivilisation. Hein. Peut-être sur le capitalisme, par exemple. Hein, c'est possible, hein, étant donné que c'est un penseur marxiste qui parle plus de capitalisme que de la gauche. Mais voilà, je veux pas frustrer ce Wikipédia. En juillet 2023, dans le contexte des émeutes consécutives à la mort de Naël, Bruno Retailleau déclare « Malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques, ce qui est critiqué notamment par les membres de la France Insoumise comme étant des propos racistes. Aurélien Pradier des LR dénonce lui des propos idéologiquement racistes et une pensée fascisante. » Putain, mais même dans son camp, même des mecs de LR dénoncent des pensées fascisantes et des propos racistes de la part d'un autre mec de LR, quoi. C'est pour ça que je vous dis, c'est possible que ce soit le mec de droite, enfin le plus proche du régime de Vichy depuis la fin de Vichy. Hein. Je ne sais pas si on a eu un mec autant à droite sur le papier au gouvernement. Hein. Affaire judiciaire. Selon Mediapart, une salariée du groupe UMP au Sénat depuis 6 ans est licenciée quelques mois après l'élection de Bruno Retailleau à la tête de ce groupe parlementaire pour insuffisance professionnelle. Le 21 novembre 2018, la Cour d'appel établit un jugement qu'aucune insuffisance ne pouvait être pointée dans le travail de la collaboratrice. Perso des indemnités, bon d'accord, il a viré une meuf, ok. Donc, maintenant, on va se regarder quelques petits extraits parce qu'il a l'air sympa ce monsieur. Donc, voilà ce qu'il nous explique par rapport à la manif pour tous. C'était un discours à la manif pour tous à l'époque, pendant donc la loi pour le mariage pour tous. Vous êtes la voix de ces couples homosexuels qui ne confondent pas l'amour et la satisfaction des plaisirs égoïstes. Un homme ne sera jamais une mère comme un autre, une femme ne sera jamais un père comme une autre. Il y a un truc intéressant par rapport à ça, c'est qu'il panique pas mal.
par rapport aux couples homosexuels qui pourraient être parents. Mais en fait, ils ont une vision déjà très idéaliste de la parentalité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes les personnes hétérosexuelles en France, ils ont des enfants de manière très réfléchie, exactement le nombre qu'ils peuvent élever parfaitement et tout. Non, la réalité, c'est que la plupart des gens, ils ont des enfants dans le courant de leur vie. Ils s'imaginent ce que c'est d'être parent avant d'être parent. En fait, une fois qu'ils sont parents, ils se rendent compte que c'est plus dur que ce qu'ils avaient pensé. Ils font des erreurs. Enfin, voilà. Et ce sera pareil, et c'est pareil même pour les parents homosexuels. Donc tu as des parents homosexuels qui s'en sortent mieux que d'autres, tu as des meilleurs parents homosexuels que d'autres. Je vois pas vraiment le problème, quoi. Avec ces mecs-là, on a l'impression que les parents hétéros sont parfaits. Enfin, moi, pour travailler dans la santé, je peux vous dire que des parents qui malheureusement gèrent mal ou ont du mal avec leurs enfants, il y en a plein. Et on pourrait même se dire que c'est normal. Je veux dire, c'est pas forcément, c'est pas forcément anormal. C'est dur d'être parent. Enfin, il y a pas de, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas pour leur jeter la pierre. C'est dur d'être parent, surtout quand tu as deux boulots mal payés, que tu as aussi d'autres problèmes. Des fois, tu as des problèmes de santé. Des fois, tu commences à avoir quand même pas mal d'enfants. Enfin voilà, quand tu as tout qui s'enchaîne, c'est compliqué. C'est pas purement une histoire de sexualité comme il peut le penser, quoi. C'est aussi ça le problème de ces gens-là, c'est que ils veulent baisser les salaires de tout le monde et ils se rendent pas compte que si tu fais ça et que les gens se retrouvent dans la merde, ils éduqueront bien moins bien leurs parents, leurs enfants, que si tu te concentres sur des trucs en mode oui, il faut qu'un tel il ait pas d'enfants, un tel il ait des enfants, quoi. Eux, ils sont dans le truc purement idéologique, encore une fois. Ils pensent que c'est vraiment le genre de tes parents qui va tout changer. Bah non, je pense pas, non. Donc là, il nous parle de la colonisation. Quand je me rends en Afrique, souvent, on me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante. Voyez, ils attendent une France qui soit forte. Et dans la culture qui africaine, assume ça, et qui assume le temps de la colonisation. Mais qui assume, parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Putain, mais c'est un délire, hein. C'est un délire, on va pas en reparler là, hein, mais enfin, je sais pas, est-ce qu'il a la culture ou pas? Je pense qu'il a la culture, il sait très bien ce qui s'est passé pendant la colonisation, quoi. Enfin, je sais pas, le mec, il est là, ouais, le commerce triangulaire, quand même, il y a des trucs qui étaient beaux, hein. Enfin, non, mais je sais pas, c'est n'importe quoi. On a fait barrage à l'extrême droite pour que l'extrême droite arrive au pouvoir, fin de la vanne. Cette dépossession culturelle, Le chaos migratoire, un ensauvagement, une forme de décivilisation dans notre société. On a Bruno Retailleau qui nous disait ça en 2022. Entrer dans un gouvernement de coalition, ce serait trahir nos électeurs. Arrêtons d'abîmer la démocratie et respectons ceux qui nous donnent des mandats. Nous ne sommes pas Macron compatibles. Comment passer un contrat quand la confiance n'est pas là? Ça, c'est intéressant parce qu'il y en a qui se disent « Ah ouais, du coup, il s'est trahi. » Alors ouais, peut-être qu'il s'est trahi. Mais peut-être aussi que c'est l'inverse, en fait. Peut-être que c'est Macron qui, aujourd'hui, est totalement dépendant de l'extrême droite. Et peut-être qu'en fait, on est dans un gouvernement qui nous dit on a un gouvernement de cohabitation, vous inquiétez pas. En fait, on est dans un gouvernement qui ne peut voter des lois qu'avec l'appui du Rassemblement national, qui a des mecs comme ça dans le gouvernement, et que c'est en fait les macronistes qui sont prisonniers de l'extrême droite. Moi, je vois plus ça comme ça, donc je suis pas sûr qu'ils soient trahis, en fait. Là, les gens qui participent à un gouvernement d'extrême droite, c'est les macronistes. C'est pas la droite qui participe à un gouvernement macroniste. Alors évidemment, sur le plan économique, ce sera la même chose, mais ça, c'est pas... Enfin, il y a une continuité entre l'extrême droite et le macronisme sur le plan économique, mais sur le plan de l'autoritarisme, du racisme, des anti-LGBT, machin, là, on sera sur de la pure extrême droite, je pense. Et là, ça nous dit quoi? Malheureusement pour la France, désormais, l'immigration n'est pas une chance. Tout au long de sa carrière politique, Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat, a eu des propos fermes, voire conservateurs, sur la question de l'immigration. 1997, il voit en l'immigration une menace pour la France. Créer une société... Ouais, mais c'est toujours la même. On va peut-être pas regarder le truc de l'INA parce qu'il fout des droits d'auteur tout le temps, mais oui, c'est un racelard, quoi. On connaît le truc.
Bon, sur ce, je suis content d'être enfin de retour, pour faire des vidéos plus souvent. Je vais essayer de revenir, alors, je sais pas si j'arriverai à revenir à 7 vidéos par semaine, mais peut-être déjà 5 par semaine, ou voire plus, voire 7 par semaine si j'y arrive. Ça fait plaisir, j'ai eu beaucoup de boulot, donc je suis content d'avoir un peu terminé tout ça. Il faut encore que j'aille me couper les cheveux parce que ça devient un peu n'importe quoi. Enfin, que j'aille me faire couper les cheveux, voilà, parce que je suis un bourgeois, je me coupe pas les cheveux moi-même. Et sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. On va bientôt faire des émissions La Brèche pour essayer d'analyser tout ça avec des invités et tout. On va essayer aussi de reparler de l'affaire Mazan avec peut-être le fou allié et avec Dr Zoé. On va essayer aussi de parler de tout ce qui se passe actuellement autour de la santé avec Dr Zoé, parce que je sais que vous aimez bien Dr Zoé. C'est toujours intéressant quand elle passe nous raconter un peu des histoires par rapport à ça. Et sur ce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale, et je vous dis à plus.